Salut Dimitri, bienvenue. Merci. Salut. Salut. Je vais te présenter brièvement, dire quelques mots sur toi. Donc, tu es professeur de sciences des données et économétrie à l'EPFL. C'est pas juste? À l'HES de Sierre. À l'HES de Sierre, oh, Ouais, autant ouais. pour moi. Mais en fait, je fais des interventions à l'EPFL. Tu fais des interventions à l'EPFL. Bon, bah, ça commence très bien. T'as aussi fait de la recherche dans le domaine de la cyberdéfense. Voilà, aujourd'hui, on t'a invité pour parler un peu de ton travail, de tes activités et un sujet en particulier qui est celui de l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur voilà, ce qui te préoccupe actuellement Au sein de ce sujet, donc. Absolument, Ou ouais. dans la vie en général. Ouais, dans la... Non, alors, bon, déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que ça vaut la peine de juste un peu définir le terme. Évidemment, on va trouver toutes sortes de définitions, mais je pense que si on se rabat un peu sur ce qui est commun un peu dans toutes ces différentes définitions, c'est que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est la volonté de créer une forme d'intelligence qui soit pas biologique, ou en tout cas pas biologique dans le sens où on l'entend aujourd'hui, et qui puisse en fait mimiquer, donc imiter si on veut bien, ou essayer de se rapprocher des compétences cognitives que nous les humains on a. Donc on parle plutôt aujourd'hui d'un assistant aux prises de décision humaines, plutôt que quelque chose qui nous remplacerait ou qui pourrait complètement décider à notre place sans qu'il y ait une intervention humaine. Alors ça, après, il y a ces vieux fantasmes d'une AGI, par exemple, une Artificial General Intelligence, quelque chose qui vient complètement remplacer l'humain dans tout. On n'en est absolument pas là aujourd'hui, mais plutôt dans quelque chose qui vient assister en fait l'être humain dans ses prises de décision. C'est ça qui nous préoccupait en fait. On se demandait quand on allait être remplacé. Du coup, on ne va pas être remplacé. C'est bon, on est tranquille pour le moment. Alors moi, je déteste. Alors mon travail, c'est de faire. Je travaille beaucoup avec le forecasting, donc les prévisions. Mais c'est le pire des métiers parce que c'est super dur à prévoir les choses. Moi, je veux pas dire qu'on va jamais se faire remplacer. Enfin, déjà, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je sais pas, mais aujourd'hui, comme je vois les choses, c'est que même avec l'évolution des large language models et puis des diffusion models, de tous ces gros modèles d'intelligence artificielle qui sont en train de sortir, le gros hype de ChatGPT par exemple, ce genre de choses, on n'en est pas du tout là, on n'est pas du tout dans un remplacement de quoi que ce soit. Et puis je pense pas que, même si ça va, à mon sens, transformer beaucoup le marché du travail aussi, cette vieille théorie marxienne, comme quoi, donc de Karl Marx, qui est dérivée de Karl Marx, qui dit que en fait, on va se faire remplacer par les machines. Eh ben, oui et non, quoi. Une sorte de yin, quoi. Parce qu'en fait, bien sûr, ça va faire évoluer la structure de l'emploi, mais de nouveau, je pense pas que ça va remplacer complètement l'être humain du tout. Non, alors ça, c'est sûr que non. Prenez l'exemple, on en avait discuté l'autre jour de la caissière ou le caissier à la Migros. Aujourd'hui, on a ces bornes automatiques où on va les typer, mais les caissiers et les caissières existent toujours. Voyez. Et je pense que c'est comme quand on parle du code informatique, on dit avec ChatGPT ou bien Codex ou bien tous ces modèles GitHub Copilot qui nous aident en fait à compiler du code, à générer du code. Eh bien, ces modèles-là sont extrêmement bons pour nous aider, mais ils ne peuvent pas complètement nous remplacer. Mais alors, ouais, pardon. Justement, je pense que ce serait intéressant de parler de ChatGPT parce que le ChatGPT est sorti il n'y a pas longtemps et il y a eu un gros hype et aussi des grosses craintes de se dire ah mais qu'est-ce que ChatGPT ne peut pas faire? C'est génial. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ChatGPT et qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire?
Alors, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un Large Language Model. En fait, le vrai terme, ça aurait été Deep Neural Language Model. Donc, c'est un modèle basé sur des réseaux de neurones qui en fait génèrent du contenu. Et là, en particulier, ça génère du texte. Et comment ça marche, en gros, pour aller vite, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, on a un modèle avec des milliards de paramètres. C'est-à-dire que c'est un modèle qui, en fait, mimique, si on veut bien, la structure du cerveau avec des réseaux de neurones. Et un modèle à 175 milliards de paramètres, il a 175 milliards de neurones. Donc c'est pour vous dire que ça commence à ressembler à un cerveau humain, quoi. Et puis, l'idée là derrière, c'est on le feed, donc on le nourrit de données, des téra et des téra et des térabytes de données qu'on va trouver sur Wikipédia, sur des serveurs sur Internet en général. Et on va lui dire, OK, maintenant, tu vas ingurgiter toutes ces données-là. Et donc, tu vas apprendre de ces données-là, comme le cerveau humain le fait d'ailleurs. Enfin, en tout cas, ça ressemble beaucoup au processus d'apprentissage que les humains, nous les humains et d'autres animaux ont dans leur cerveau pour pouvoir justement apprendre. Et puis après, on va commencer à poser des questions à GPT. Et puis, il va nous répondre. Mais comment ça marche? C'est simplement des modèles en fait probabilistiques. C'est-à-dire que le modèle, il a une attention. C'est-à-dire qu'au début, les premiers modèles, ils allaient regarder les 200 derniers mots qu'on a écrits. Et puis, à partir de ça, il va générer le prochain mot qui vient derrière. Et donc, mais ça, c'est de la probabilité. Ce n'est pas un modèle déterministique où les premiers modèles génératifs, c'était des modèles vraiment déterministiques avec des arbres qui indiquaient, voilà, s'il y a ça derrière, etc. C'est complètement probabilistique. Donc, il va apprendre des probabilités, des textes, des milliards et des milliards de textes et de documents qu'il a trouvés sur Internet. Et puis, il va dire, OK, la probabilité que ce soit le prochain mot qui arrive ici, elle est de temps, et il va sélectionner le mot qui a la probabilité la plus grande d'arriver. Donc, le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas des modèles déterministes, c'est des modèles probabilistes. Et donc, de là, ChatGPT et tous les modèles, en fait, les large language models, ces modèles d'intelligence artificielle, se basent, en fait, sur la probabilité que le prochain mot va arriver. Et donc, on ne peut pas utiliser ce genre de modèle-là pour nous donner des réponses factuelles précises. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, la réponse, vu qu'elle est basée sur un système probabilistique, pour certaines réponses, ce sera tout à fait juste, mais pour d'autres, le modèle, il freak out, quoi. Il invente des trucs. Il y a des cas particuliers où il va avoir plus tendance à se tromper que d'autres? Alors, se tromper, de nouveau, c'est probabilistique. Donc, en fait, alors, il y a plein de cas. Par exemple, moi, j'étais en train de soumettre un article l'autre jour et je l'ai soumis et il a été reviewé par différents reviewers et ils m'ont dit de corriger certains trucs. Puis moi, j'ai dit, bon, moi, il faut que je refasse un peu une revue de la littérature sur certains points. Je l'ai faite, j'ai demandé à ChatGPT, je voulais tester, j'ai dit, OK, trouve-moi des ouvrages qui vont dans ce sens de mon argumentaire là. Il m'a craché une liste d'articles qui parlaient exactement de ça. Je suis là, incroyable. Je suis allé checker ces articles, ils n'existaient pas. Donc ChatGPT, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, lui, il cherche ce sujet-là, basé sur des articles scientifiques que j'ai lus, les prochains mots qui arrivent, ça devrait être ça. Donc il a créé de toutes pièces des articles qui n'existaient pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine, donc là on parle du modèle, la machine, elle ne comprend pas les mots comme nous on comprend. En fait, c'est une suite, les mots pour la machine, c'est des tokens, ce qu'on appelle des tokens. Puis en fait, elle va apprendre les suites logiques de ces mots basés sur des milliards et des milliards de documents. Puis elle va cracher le mot suivant qui est le plus probable qui arrive. Et donc ça génère du contenu, ça peut recracher le contenu des textes qu'il a appris, donc des trucs incroyables. Par exemple, s'il lit une seule fois le nombre pi à 800 décimales, il est capable de te le recracher. Donc il a appris de ce qu'il a lu
Et là, du coup, c'est vraiment, il va donner la bonne réponse. Mais on n'a jamais de capacité de dire est-ce que ça c'est la bonne réponse ou ça a été généré. Et donc pour ça, il faut faire du fact-checking. Et il y a des modèles maintenant, dont par exemple Bing GPT, ou bien Sparrow de Google, ou bien Chinchilla, enfin ce genre de modèles-là qui sont en train d'aller dans la direction d'intégrer du fact-checking dedans. Mais on n'en est pas encore là et c'est extrêmement challenging au niveau technique de le faire. Mais quand tu parlais des articles générés par ChatGPT, est-ce que tu parles d'articles à proprement parler ou de liens, de faux liens, de simulacres de liens vers des articles, des pages qui de toute façon de facto n'existent pas? C'est intéressant parce qu'il m'a craché l'APA style, en gros la façon de citer, une des façons de citer l'article. J'ai dit OK. Je le tape sur Google Scholar pour aller voir s'il existe. Il n'existe pas. Je fais, écoute, j'ai répondu à ChatGPT, je trouve pas ton article, tu peux me filer le lien s'il te plaît. Il m'a créé un lien de toute pièce, je clique dessus, puis il n'existe pas. Mais du coup, il y a un côté inquiétant, je trouve aussi, parce que il crée des réponses qui peuvent être fausses, mais qui sont très convaincantes. Je me dis que, surtout dans le paysage culturel actuel, où il y a beaucoup de fake news, etc., c'est inquiétant d'avoir cette machine qui peut nous gérer du contenu convaincant, mais qui est peut-être complètement à côté de la plaque. Mais c'est complètement inquiétant parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que, de nouveau, quand on converse avec ChatGPT, on est bluffé. Moi, j'ai été bluffé aussi plusieurs fois. Mais le problème, c'est que ça ressemble tellement, en fait, à un humain derrière, un humain omniscient, que en fait, la plupart des gens ne vont pas remettre en question ce qui a été écrit. Je vous donne un exemple tout con dans la cyberdéfense. Vous savez, le phishing, c'est du social engineering, c'est la façon d'aller essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, par exemple, pour choper des informations sur cette personne, converser avec cette personne, choper des informations sur cette personne, puis ensuite utiliser ces informations-là pour casser un code, un mot de passe, ou bien pour accéder à des systèmes sans qu'on ait l'autorisation formelle. Donc c'est vraiment du social engineering. Et avec ChatGPT, il y a justement une vague massive de phishing qui se fait parce qu'on demande à ChatGPT de converser avec des personnes et puis on ne peut pas savoir si c'est vraiment une personne derrière ou pas. Et puis on va, sans le vouloir, lui donner des informations qu'il va utiliser plus tard pour qu'un hacker puisse péter le mot de passe des systèmes, par exemple. Et ça, c'est un énorme problème. Moi, je donne un cours là actuellement de probabilité en bachelor. Et puis, les élèves, maintenant, ils sont complètement intégrés ChatGPT. Puis ils vont, puis ils disent, OK, la donnée du prof, elle est là, le problème est là. Crache-moi la solution, quoi. Et puis des fois, ils crachent la bonne solution, puis des fois, ils confondent complètement des combinaisons avec des arrangements ou des permutations, puis c'est le bordel. Ça va pas du tout. Donc, en fait, il faut faire très attention. Là, pour aller vite, ChatGPT, en fait, apprend, mais pas comme nous, on l'apprend. Nous, les mots, on les apprend, on les associe à des circonstances, à des phénomènes. ChatGPT, pas du tout. Des émotions aussi, peut-être. Exactement. Et ChatGPT, c'est juste des tokens et puis la probabilité que le prochain soit ça ou pas. Il n'a pas la même notion de ce qu'est un contexte, en fait, on peut dire. En fait, il a une notion beaucoup plus formelle et mathématique de déterminer un contexte. En fait, c'est des espaces, on appelle des embeddings, c'est des espaces en fait où on compare en fait les différents mots et leur proximité. Nous, notre cerveau, il marche pas exactement comme ça. Nous, on associe un enfant quand il apprend un mot, c'est qu'il a eu un contexte où en fait il a associé ce mot-là à ce contexte-là. La machine, elle fait aussi pareil, mais en fait, elle va diviser le mot déjà en lettres, les lettres en fait en code binaire, etc. Et puis en fait, c'est beaucoup plus déterministe, enfin beaucoup plus formel. Puis après, il y a justement ce layer probabilistique qui arrive derrière pour pouvoir prédire le prochain mot. Et donc, si j'ose répondre à la question de départ, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça. Donc, première chose, il faut vraiment voir ChatGPT comme un assistant et pas comme quelque chose qui peut tout faire à notre place. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut être hyper critique par rapport à ce qui ressort. Donc, il ne faut pas prendre les choses telles qu'elles sont puis dire OK, c'est ancré dans la roche, quoi. C'est absolument pas ça. Ça peut aider pour les contenus créatifs.
beaucoup. Ok. Ça peut aider à énormément de choses, à écrire des articles scientifiques même, l'aide de motivation, ce genre de choses. Par contre, ça ne peut pas prendre des décisions à notre place. Enfin, si on le fait comme ça, on s'expose à un risque énorme. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas lui donner de données privées, quoi. De données qu'on n'a pas envie de partager. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le ChatGPT, il est en accès libre, mais parce qu'en fait, ils sont en train de le fine-tuner par rapport au vous voyez, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc en fait, OpenAI, derrière, ceux qui ont sorti ChatGPT, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'utiliser les prompts que les gens mettent et les réponses que ChatGPT donne pour pouvoir affiner le modèle pour qu'il puisse être meilleur pour ensuite le vendre. Vous voyez, et si on met des données privées sur les personnes, sur les choses, et puis et donc le modèle, il le stocke et il l'apprend. Hein. Mais il y avait ce cas, d'ailleurs récemment, il y a un procès en cours parce qu'il y a un modèle qui génère des images, qui s'est retrouvé à générer des images de Getty. Parce que c'était c'était son training set. Et puis du coup, Getty a fait un procès en leur disant, ben voilà, vous pouvez pas... c'est notre copyright, ça. Là, fondamentalement, ce que tu dis, c'est que ChatGPT pourrait faire la même chose. Tu pourrais lui fournir des données et puis il pourrait les recracher dans un autre contexte. Moi, complètement. Ça pose des énormes problèmes de droit d'auteur, évidemment. D'ailleurs, toute une frange artistique maintenant qui s'inspire et qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour produire des contenus. Sauf que quand on a des modèles génératifs, ben, ils génèrent ces contenus pour nous. Et puis après, les gens, ils stempellent le truc. Ok, ça, c'est mon image. Je l'ai créé après multiples itérations avec DALL-E, par exemple, un modèle génératif d'image. C'est moi qui lui ai demandé, c'est moi qui ai écrit le prompt précis, plusieurs prompts précis pour qu'il puisse créer ça. Ça a été entraîné sur des millions et des millions et des milliards d'images qui, elles, ont un copyright. Mais ce qui va générer, l'artiste dit c'est à moi, il colle un NFT dessus et puis il le vend. Et ça pose d'énormes problèmes. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a créé? Alors c'est l'interaction homme-machine. Voyez, mais... Tout à l'heure, donc dans le cadre de GPT, bien sûr, tu as parlé de ces informations qui ont, on pourrait dire, une verisimilitude, en fait. C'est-à-dire qu'à première vue, on est tenté de croire que c'est vrai. Tu as laissé entendre, il me semble, qu'il existe des outils ou des outils sont en développement pour détecter justement ces fake infos, des faux liens, etc. C'est le cas, hein, si j'ai bien compris. Il y a des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour ça. Maintenant, hors du contexte de GPT, là on a parlé d'images et aussi des sons, des voix qui peuvent être falsifiées. On peut faire dire à n'importe qui n'importe quoi, faire circuler ces informations de manière virale. On peut attribuer à des gens des propos absolument révoltants et ça va créer des réactions parce que les gens ne vont pas forcément avoir ce réflexe de prendre du recul parce qu'a priori tout ce qui est en tout cas montré sous forme de vidéo, d'images, on n'a pas encore pris l'habitude d'en douter, enfin d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ça. Quels sont les dangers que tu vois? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se tasser au fil du temps, les gens vont s'éduquer, ou est-ce qu'il faut mettre en place des outils justement pour filtrer un peu ce bullshit auquel on peut être exposé avec des conséquences quand même potentiellement graves? Alors je vais mettre une nuance sur ce que tu viens de dire au départ par rapport à ces détecteurs. Alors il existe alors c'est un grand champ de recherche déjà de comment détecter ce qui a été généré par une machine ou par un humain. Mais au-delà de ça, il y a aussi du fact-checking. C'est deux choses qui sont différentes parce que savoir si ça a été créé par la machine ou par l'humain, c'est une chose. Il y a des détecteurs qui sont en cours de développement, je vais revenir là-dessus, même si j'y crois pas vraiment. Et puis, au-delà de ça, c'est le modèle qui génère quelque chose et puis ensuite qui va lui-même fact-checker ou bien par un système connexe qui va aller fact-checker si ça existe vraiment ou pas. C'est deux nuances différentes. Mais si on revient sur les détecteurs, il y a plein de gens d'ingénieurs et puis de chercheurs qui sont en train d'exploiter ce filon d'aller chercher, développer des détecteurs pour pouvoir vraiment savoir si c'est la machine ou l'humain qui a créé le contenu. Première chose à savoir, c'est extrêmement challenging et on n'y est pas du tout. Mais pas du tout.
Il y a des trucs comme par exemple GPT-0, qui est un truc, un détecteur qu'une entité a essayé de créer pour l'éducation, pour savoir si les élèves, c'est vraiment les élèves qui ont écrit la disserte ou quoi. Ça marche pas très bien, honnêtement. Ça marche pas très bien, c'est très complexe de créer des détecteurs qui soient reliable, qui soient vraiment efficaces et puis sur lesquels on peut se baser. Ça, c'est la première chose. Et l'architecture aujourd'hui de ces modèles-là laisse présager, en tout cas, ça c'est ce que je pense, que ça va être quasiment impossible de créer des détecteurs qui soient vraiment bien. 100% fiable Ouais. ou même Alors, assez 100% fiable. jamais. Ouais, bon, Assez fiable, difficilement. J'ai essayé GPT-0, par exemple. En anglais, ça marche assez bien. Mais de nouveau, je prenais en fait des réponses que ChatGPT me donne en anglais. Par exemple, je lui dis, écris-moi un paragraphe sur l'explication de l'intrication quantique pour un enfant de 10 ans. Il me sort le truc en anglais. Je le mets dans GPT-0, il reconnaît. Il dit ouais, alors il y a 90% de probabilité que ce soit écrit par une machine. Je paraphrase un petit peu le truc. Je change quelques mots dedans. Là, le confidence interval, enfin vraiment, ça passe de 90% à 40%. Et quand je le traduis en français, là, il dit non, c'est bon, ça a été généré par un humain. Donc en fait, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de paraphrase, c'est très difficile. Ça, c'est pour les détecteurs. Donc moi, j'ose faire une petite prédiction, je pense que ça va être extrêmement difficile de vraiment pouvoir se baser sur ces détecteurs et de manière aveugle. Et deuxième chose, c'est du fact-checking. Là, c'est plus, à mon avis, il y a plus de promesses dans cette direction-là que dans les détecteurs. Quoi. Mais alors, donc toi, tu es prof aussi. Quels seraient tes conseils pour les profs? Donc, parce qu'on a cet outil qui est capable de générer du contenu. C'est pas vraiment, en tout cas, c'est pas pour le moment possible de savoir si du contenu a été créé pour lui. Qu'est-ce que tu fais quand tu es prof? Est-ce que tu dois changer la structure de tes cours et changer la structure de ce que tu demandes ou Alors, long story short, oui, il faut changer. Maintenant, je vais développer un peu pourquoi. Moi, je pense que toutes les technologies, quand elles arrivent, c'est, au sens de Bernard Stiegler, c'est des pharmacones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont un bon et un mauvais côté. Et ça, on ne peut pas y couper. C'est comme ça. Donc, autant embrasser le changement que d'être réticent et conservateur et dire non, moi, je ne vais rien changer. Pourquoi? Parce que l'élève, et ça, c'est pas que relation prof-élève, c'est pour tout. C'est pour tout, toutes les interactions sociales, professionnelles qu'on a. Il faut pouvoir intégrer cet outil. Il faut être conscient de ses limitations. Et c'est en étant conscient de ses limitations qu'on va pouvoir l'adapter de la meilleure façon possible. En tant que prof, par exemple, eh bien, si quelqu'un fait un séminaire, préparer un séminaire sur un sujet précis, ok, les élèves aujourd'hui, ils vont pas bypasser ChatGPT, hein, ils vont y aller et puis ils vont dire ok, tu me crées la structure de ma présentation, tu vas me créer aussi le contenu de chaque sous-chapitre de ma présentation, tu vas me demander, tu vas me donner des citations, etc. Et là où le prof il peut faire une différence, ou bien n'importe qui interagit socialement dans un environnement professionnel avec quelqu'un d'autre, c'est d'aller regarder en fait comment est-ce que la personne en face elle a compris le truc déjà. Si elle a compris, parce que si elle fait que de lire, on voit que ça va pas. Il faut qu'elle ait compris le truc et surtout si elle a été fact-checker certaines réponses. Et là, on voit tout de suite que cet outil-là peut être extrêmement puissant pour l'apprentissage, pour l'intégration du savoir. Ça, c'est quelque chose d'énorme, mais que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste, OK, je mets un prompt, OK, copy-paste, c'est bon, j'envoie. Quand c'est sous forme écrite, c'est difficile de juger, mais quand c'est sous forme orale, on voit tout de suite si la personne elle a intégré le truc ou pas. Et surtout si elle allait checker ce qui se passe, si c'est juste, etc. Donc moi je pense que oui, il faut pouvoir intégrer ce genre d'outils-là, mais en être conscient vraiment des limitations du produit. Mais est-ce que ça sonne pas finalement un peu le glas de la dissertation en tant que voilà, travail cherchant à valider les connaissances pour permettre plutôt le retour justement de l'examen oral ou d'un QCM ou voilà, un travail écrit
au sens traditionnel comme on l'avait. Mais de nouveau, là, je ne suis pas tout à fait sûr parce que, Mm. OK, ces modèles génératifs, ils sont capables de faire des relations de cause à effet qui sont assez bien. Mais leur grande force, c'est de dire, OK, moi, je te donne des bullet points, tu m'écris, tu me stuffes le truc, tu m'écris un texte à l'intérieur qui fasse le lien entre les deux. Mhm. Ça, c'est la partie un peu de comment est-ce qu'on explique les choses. Mais derrière la dissertation, c'est quoi l'exercice, si on prend cet exemple-là? C'est vraiment de pouvoir faire une thèse, antithèse, synthèse avec une introduction, une conclusion et quelque chose qui fasse du sens au niveau logique. Et ça, en fait, l'élève, il doit pouvoir le montrer par lui-même. S'il le fait à travers ChatGPT, à moins qu'il ait vraiment compris comment est-ce qu'il faut prompter exactement pour trouver vraiment quelque chose de cohérent, ça ne va pas à l'avancée des masses d'avoir juste la fioriture d'un texte bien écrit, que de toute façon on va vite repérer si c'est un élève, par exemple en école secondaire, et puis qui commence à faire des subjonctifs plus que parfaits, on va tout de suite voir. Ouais. Et mais surtout, dans la dissertation, au-delà de comment, pour reprendre l'exemple de la dissertation, au-delà de comment ce que ça a été écrit, c'est surtout qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau de la structure argumentaire. Et ça, ChatGPT peut le faire si on apprend vraiment à bien prompter le truc, à ce qu'il sorte vraiment pour qu'il sorte des trucs vraiment bien. Mais d'un côté, si l'élève il a utilisé ça pour faire une disserte et puis qu'il a appris à bien prompter et tout, ben, il va apprendre aussi, il va intégrer aussi comment est-ce que l'argumentaire a été construit, au-delà de la fioriture de comment ça a été écrit, quoi. Bon, l'élève, il peut aussi prompter ChatGPT en lui demandant de générer un texte à la façon d'un élève, d'un Oui. adolescent de 15 ans. Exact, il peut. Mm. Il peut. Non, ouais, ça pose des énormes challenges, Mm. bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que que ce soit un prof, un enseignant ou bien un manager dans une boîte, si il n'embrasse pas le changement, de toute façon, il va se faire leurrer. Mm. Et s'il l'embrasse, le changement, il va falloir qu'il change un petit peu la façon dont il a de juger ou bien de juger le contenu qui lui est présenté. Et ça, il faut juste se dire que c'est un changement qu'il faut faire, à mon sens, quoi. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, je me dis qu'il y a peut-être, en fait, grâce à travers ChatGPT, une opportunité de discuter, d'aiguiser le sens critique. Et que peut-être que la manière dont on interagit avec ces LLMs, enfin Large Language Models, ça peut devenir une sorte de discipline en soi. Je ne sais pas à quel moment du cursus scolaire, mais disons le plus tôt possible, j'imaginerais, parce que c'est pertinent assez rapidement, je pense, en tout cas dès l'adolescence ou la préadolescence. Enfin, voilà, juste une pensée comme Ouais. ça. Non, tout à fait. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi à ces gens qui disent, en fait, aujourd'hui, on parle de la digitalisation, donc tout est informatisé, etc. Et donc, du coup, ça demande du code aussi. Ça demande du code pour créer des applications, pour faire le lien entre des applications, pour créer... Enfin, le code est partout. Et ces modèles, ils sont tellement forts, que ce soit Codex, ChatGPT ou n'importe quel LLM, le GitHub Copilot et tout, ils sont tellement forts pour produire un code. On prompte juste, OK, je veux ça, et il le sort. C'est tellement fort que certains experts disent, mais en fait, on n'a plus besoin de savoir coder. Donc en fait, c'est bon. Mais ça, en fait, si on regarde l'évolution du code dans le temps, au début, on a commencé avec des codes hyper bas niveau, des langages très bas niveau, puis on est monté en haut niveau, c'est-à-dire le niveau d'abstraction, en fait, il est de moins en moins élevé, parce qu'en fait, on a des fonctions qui wrap up plein d'autres fonctions derrière. Les gens, voilà, aujourd'hui, un langage comme Python, c'est très haut niveau, et les gens disent, bah, en fait, ils avaient prévu déjà depuis longtemps, bah, en fait, on n'aura plus besoin de savoir des langages bas niveau. En fait, c'est faux. Ils sont toujours là, ces gens, ces experts. Et donc, en fait, on peut pas, ça ne va pas complètement remplacer. Et la critique que j'ai entendue des langages haut niveau, c'est des gens qui disent ouais, mais du coup, les gens savent plus ce qui se passe dans la machine, ce qui se passe sur le processeur. Et finalement, ça ressemble un peu à la critique de la personne qui prompte ChatGPT, mais qui n'est pas capable de fact-checker ensuite ce qui en sort, au final. Ouais, je pense que c'est une bonne analogie.
Euh, mais c'est toujours le problème, vous voyez, si, est-ce qu'on a besoin, en tant que personne qui fait de l'ingénierie appliquée, de savoir résoudre des transformations de Fourier ou bien d'inverser des matrices. Alors c'est bien au début de savoir comment c'est et de faire des preuves mathématiques et tout, mais au final, si on a compris comment ça marche une fois, on peut tout à fait le réutiliser plus tard. Mais effectivement, je pense que ce qui manque aujourd'hui, et moi je le vois, hein, je ne veux pas faire le vieux con, mais aujourd'hui, la génération Z, elle est tellement bombardée d'informations de toutes parts qu'ils font vraiment du multiprocessing. Ils arrivent à regarder un film en répondant sur Instagram ou TikTok. Ils font tellement de trucs. Ils sont tellement bombardés de cette infobésité. Infobésité. Ouais, c'est vrai. Ils sont bombardés de cette infobésité. Et souvent, rien n'est remis en question. Rien. Ou pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Donc en fait, on rentre vraiment dans un monde un peu, comme on l'a déjà dit, de post-vérité, où en fait, tout est bon à prendre. Et en fait, c'est juste des vérités multiples. Et puis on ne se pose pas la question. Donc le grand challenge, à mon avis aussi, de l'éducation, mais pas seulement, de comment les gens interagissent en société, au niveau professionnel ou dans tous les domaines, c'est cet esprit critique. Ça prend du temps déjà de le développer, cet esprit critique, et ça prend du temps de l'exécuter, aller fact-checker. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va le développer justement dans ce climat où on est bombardé d'informations, on a tout... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je reprends un exemple en cyberdéfense. Tu nous avais, je crois que tu as brièvement évoqué ça, David aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des modèles comme ça, si on commence à les scaler, c'est-à-dire que si on est tout seul à prompter un truc, il nous donne une réponse. Mais si derrière ça, on met une infrastructure qui produit des chatbots, enfin des bots qui vont justement aller prompter automatiquement des trucs, et puis qu'il y aura des millions de réponses parce qu'il y a des millions de prompts, on crée une histoire. Et là, on rentre en fait dans la sphère d'influence. Si on prend Breitbart News dans les élections de Donald Trump, par exemple, avec Cambridge Analytica, c'était exactement ça. C'est la création de faux comptes de personnes qui vont aller propager une information. Donc on scale en fait une désinformation, une mésinformation, et puis on crée en fait un réseau d'influence tellement énorme qu'on arrive à shifter en fait la perception que les gens ont d'un certain phénomène. Et là, on se retrouve dans quelque chose d'assez horrifique à mon sens, c'est que aujourd'hui, on peut scaler ces systèmes-là et on peut prendre une influence majeure, et ça, c'est ce qu'on appelle le PSYOP, donc les opérations psychologiques aussi, dans la sphère d'influence, c'est qu'on peut complètement modifier la pensée d'une certaine population en maîtrisant un peu ces outils, quoi. À des fins politiques ou à des fins politiques, à toutes les fins qu'on veut, quoi. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas si vous avez lu dans les nouvelles, là, ces entreprises qui sont spécialisées dans l'effacement de certaines informations sur le net, quoi. Ils sont payés pour aller faire en sorte que les informations de certaines personnes, par exemple un prédateur sexuel qui a de l'argent, et il a envie de nettoyer un peu sa réputation, il va vers une de ces entreprises. L'entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va scaler ses systèmes pour créer en fait des fausses nouvelles brillantes de cette personne, et puis effacer dans le SEO, dans le référencement Internet. D'accord. Ok, donc on les submerge, on les efface pas, on les submerge. Déjà, c'est une stratégie, on les submerge d'autres informations. Ah, ce gars-là est génial, il a donné de l'argent à un orphelinat en Inde, il a fait je sais pas trop quoi. Et puis en fait, on crée cette information-là qu'on relaie sur plusieurs canaux différents, et on crée d'autres informations aussi cool sur ce gars-là, et on relaie sur d'autres canaux. Et puis les informations qui sont dégueulasses pour ce gars sur Internet, en fait, on essaie de faire en sorte que le référencement sur les moteurs de recherche, en fait, soit mauvais. Tu pourrais aussi créer de la fausse information qui vient debunker l'accusation de pédophilie, par exemple. Tout à fait. Et puis là, ça devient difficile de fact-checker parce qu'il y a tellement, en fait, d'entités différentes qui relaient une information
qu'on est submergé, on est dans l'infobésité. Mais ça, du coup, ça vient vraiment saboter notre capacité à atteindre un consensus. Fondamentalement, c'est ça l'impact. Parce que, et c'est comme les gens qui nient le réchauffement climatique ou les gens qui pensent que la Terre est plate. Maintenant, ces personnes peuvent trouver des informations qui vont dans leur sens. Mhm. Il y a des vérités concurrentes. Alternative facts. Ouais. C'est cauchemardesque, non? Oui. Comment... Mais pour lutter contre ça, de nouveau, c'est l'éducation, quoi. C'est, à mon sens, vous voyez, moi, je suis brésilien d'origine. Moi, je regarde comment se passent les élections au Brésil, par exemple. Pour moi, le facteur clé, malheureusement, c'est le manque d'éducation d'une population qui n'a pas accès, malheureusement, en fait, à une éducation de base qui permet de créer un esprit critique et comprendre les enjeux politiques. C'est en fait le grand problème on parle de compétences politiques, de comprendre en fait quels sont les enjeux d'une société de manière un peu plus profonde que ok, j'aimerais que mon assiette elle soit remplie demain. C'est quelle éducation dont on a besoin concrètement? Toi, tu as un enfant. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant pour qu'il puisse faire la part des choses? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas couper, on ne peut pas passer à côté d'une éducation numérique. Aujourd'hui, on voit un illettrisme numérique assez important, et pas seulement dans les générations de nos grands-parents ou de nos parents. Hein. On voit ça aussi pas mal chez certains jeunes, et je pense qu'il faut apprendre à ces jeunes, en fait, la base, en fait, des systèmes numériques et de l'informatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre aux enfants à coder, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que l'environnement numérique qu'il y a autour de nous soit plus ou moins compris dans ses enjeux, quoi. Ouais, les bulles de filtre et puis les chambres d'écho, les filter bubbles et puis les echo chambers, c'est un phénomène qui a grandi avec l'essor en fait aussi des réseaux sociaux comme Facebook. Hein, il y a une dizaine L'économie d'années. de l'attention. Alors, ça rentre aussi en compte, mais c'est dans le sens où en fait, on finit par liker, par aimer certaines pages ou certaines actions, certains posts de personnes. L'algorithme derrière qui va proposer en fait de remplir le feed qu'on a, eh bien, il va se baser sur ce qu'on a aimé, et sur ce qu'on a liké, sur les gens qu'on suit, etc. Et ça crée en fait un tunnel, une chambre d'écho où en fait on finit que par s'entendre. C'est comme les réunions de personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ils sont persuadés qu'ils ont raison parce qu'ils font que de traîner ensemble. Ils font que de dire le même discréer, des mêmes idées. Et puis au final, tu te renfermes dans un monde, dans une réalité que tu as construite, mais qui ne représente pas en fait la globalité de ton environnement. Et ça, les chambres d'écho, c'est un énorme problème, qui sont justement complètement régis par en fait ces algorithmes de recommandation. Et en fait, ça crée des filtres, des bulles de filtre justement où tu vas filtrer que ce que tu as aimé, donc que ce qui va dans ton sens. En fait, tu as un biais cognitif. Tu as entendu parler du cas Gonzalez v. Google qui est passé à la Cour suprême aux États-Unis hier ou avant-hier? J'ai pas suivi. C'était alors Gonzalez était le nom de la seule victime américaine de la fusillade du Bataclan. Et en fait, la famille a poursuivi Google. Et leur argument, c'est que les perpétrateurs ont été... c'est français, perpétrateurs? Les auteurs. Les auteurs de la fusillade ont été radicalisés par YouTube. Que c'est l'algorithme de YouTube qui les a poussés dans du contenu de plus en plus radical jusqu'au moment où ils ont fait cet attentat. Et donc, eux, ils disent clairement que Google a une responsabilité dans le décès de cette personne. Et c'est passé à la Cour suprême. Est-ce que Google a une responsabilité? Où est-ce qu'on limite la responsabilité du créateur de l'algorithme?
Alors ça, c'est une On excellente va y question. répondre maintenant. On va résoudre ce problème au cours de ce podcast. Non, c'est une excellente question. Ça pose plusieurs problèmes. Déjà, le problème, ou en tout cas l'état de fait d'un certain monopole de certains providers, donc fournisseurs de services, qui lorsqu'ils ont un monopole pareil, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. On parle des GAFAM, mais là, c'est l'idée de YouTube. C'est une question très compliquée parce que jusqu'où on s'arrête dans la chaîne de cause à effet. Je veux dire, évidemment, moi je suis pareil. Hein, quand je vais sur YouTube, je regarde certaines vidéos, après le système de recommandation me propose d'autres vidéos qui vont dans le même truc, et puis je m'enferme de plus en plus dans un sujet hyper précis, puis j'ai l'impression que mon monde, ça s'arrête à ça, quoi. Et puis au bout d'un moment, j'en ai marre, puis je fais ah non, je vais prendre un truc complètement différent, puis je vais sticker sur ce truc différent pour que YouTube arrête de me proposer il faudra le même un bouton reset des fois de l'algorithme sur YouTube, parce qu'effectivement, tout d'un coup, tu te retrouves avec 3 thématiques, toujours les mêmes, et c'est étouffant. C'est étouffant. Et puis le grand problème, c'est que, à mon sens, le cœur de ce problème-là, c'est la protection des données. Et en fait, aujourd'hui, on constate que on parle beaucoup de la protection des données, mais la plupart des gens se disent mais whatever, quoi. C'est bon, j'ai rien à cacher, c'est pas un problème. Mais en fait, oui, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que très très peu de personnes réalisent ce qu'ils partagent comme information. Et partager une information, c'est une chose, mais là où ça devient hyper problématique, c'est quand on arrive à faire des liens entre les différentes informations qu'on a partagées, qui font qu'on arrive à être classifié de manière hyper précise dans certaines catégories de personnes. Et ça, pour reprendre un exemple assez fameux, mais c'est l'exemple des assurances maladie. Et ce qu'on appelle la discrimination positive ou négative. Vous avez entendu parler de ces assurances maladie qui disent voilà, vous faites ce parcours Vita, vous le prouvez sur votre smartwatch, puis en fait on vous réduit les primes, quoi. Bah ça c'est super pour les gens qui sont sportifs. Mais ça pose, c'est quoi le revers de la médaille, c'est un pharmacone au sens de Bernard Stiegler. Là c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que les personnes qui ne le font pas sont discriminées négativement, ok. Et au-delà de ça, même si vous êtes un grand sportif, etc., et puis que vous faites votre parcours Vita, puis que vous avez des primes plus basses, eh ben, toutes les données de votre smartwatch que vous avez passées à votre assureur, bah, tout ça est analysé. Et si tout d'un coup, ils arrivent à voir avec un modèle de machine learning qu'en fait, derrière, vous avez une fréquence cardiaque un peu bizarre, couplée à des informations qu'ils ont obtenues de vous ailleurs parce que vous avez cliqué sur les conditions d'utilisation. C'est bon, je ne veux pas lire tout ce charabia juridique qui, de toute façon, est un jargon que personne ne comprend. Et en plus, c'est super chiant à lire ces documents. Eh ben, vous faites un croisement d'informations et puis l'assureur vous dit en fait, je ne vous accepte pas dans mon assurance complémentaire parce que ils ne vous disent même pas la raison, ou des fois ils vous la disent, mais c'est parce qu'en fait ils ont détecté qu'on a une forte probabilité d'avoir des problèmes cardiovasculaires dans les 10 années qui viennent. C'est marrant, on a fait un épisode récemment avec Anne Dort, qui est une avocate spécialisée dans la protection des données. Elle venait exactement sur ce cas avec les assurances. Quoi. Ah, c'est le cas le plus connu, mais de nouveau, je fais c'est un cliché, et il ne faut pas prendre ça comme quelque chose que je pense, mais un homme qui veut acheter un barbecue, puis une femme qui veut acheter des talons, c'est complètement cliché. Hein. Ça, c'est une chose, mais si l'homme tape barbecue, il risque d'avoir des offres de barbecue plus chères que si c'est la femme qui le fait, et vice-versa. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. J'ai une amie aussi, par exemple, pour reprendre, elle a 36 ans, et elle n'a pas d'enfant. Pour des raisons de conviction, tout le monde a droit ou pas droit d'avoir des enfants, peu importe. Elle reçoit des pubs, vous savez, sur le flanc droite ou gauche de ses pages, pour des boosters de fertilité, quoi. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, elle a donné l'information, d'une manière ou d'une autre, cette information a circulé. L'information a été inférée. Elle a été inférée.
elle va rarement dire. Oui, Ok, mais j'ai pas d'enfant. tu as dit que c'était une question philosophique chez cette personne. Donc il y a une intention délibérée, c'est pas à cause d'un problème d'ordre Tout à fait, mais physiologique. comment est-ce que Mais elle a été inférée avec, de manière erronée, on peut dire. Là, bah, elle a été inférée de non, manière. l'information qui a été inférée, c'est qu'elle a 36 ans et qu'elle n'a pas d'enfant. Ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est une personne qui a une probabilité plus grande de pouvoir acheter ces produits pour booster la fertilité. Vous voyez. Donc, c'est ça. Ce genre d'information. L'information qu'on dévoile, c'est une chose. Mais quand on dévoile plusieurs informations sans le savoir, eh ben, on crée un réseau d'informations sur lequel les modèles aujourd'hui d'apprentissage machine, les modèles qui sont proches de l'intelligence artificielle, vont exploiter pour pouvoir targeter certains produits ou bien faire de la discrimination. Parce qu'après, c'est vendu. Hein, tout ça, toutes ces infos sont vendues. Quoi. Ça fait penser au meme de Parks and Recreation où Ron Swanson va jeter son ordinateur dans le container après avoir vu tout ce que Google savait sur lui. Je sais pas si tu avais... Ouais, ils savent où il habite en fait. Il y a son adresse. Et à part jeter tous ces appareils électroniques, il y a une solution à ça. Qu'est-ce que toi tu fais pour te protéger de ça? Alors. C'est le pharmacone en fait finalement, c'est le revers de la médaille qu'on doit accepter. Et tu peux expliquer le terme de pharmacone? Tu l'as mentionné deux fois. Oui, alors pour aller vite, c'est ce penseur qui est décédé malheureusement, Bernard Stiegler, français, qui a beaucoup réfléchi sur les questions philosophiques du numérique et de la transition numérique, et qui parle de pharmacone, qui est un terme grec. Sauf erreur, ça veut dire outil. Et en fait, l'outil, la technologie, quand elle arrive, la technologie, c'est quoi? C'est simplement un artefact qui a été créé par l'humain pour pouvoir résoudre un problème, pour pouvoir l'aider à arriver à une certaine fin. Le feu, typiquement, on peut le considérer comme une technologie. Quand l'homme a commencé à domestiquer, si on veut bien, le feu, eh bien, il l'utilisait pour plusieurs choses, pour cuire la viande, pour forger, se réchauffer, pour faire peur, pour se protéger contre les animaux, ce genre de choses. Et le pharmacone, en fait, il a ceci de particulier que il peut être utilisé pour des bonnes choses comme pour des mauvaises. Un exemple typique qui est toujours repris par la NRA aux États-Unis, National Rifle Association. Donc les lobbies des armes aux États-Unis. Propriétaires d'armes à feu. Voilà, c'est quoi? C'est de dire, c'est pas l'arme, le problème, c'est l'homme qui a derrière. Et donc du coup, arrêtez de nous faire chier avec ces histoires d'armes. Alors, faut interdire les humains. Voilà, en gros, il faut interdire les humains, quoi. Enfin les mauvais, les bad guys, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est quoi? L'arme est un pharmacone aussi. Il peut être utilisé pour se défendre, il peut être utilisé pour braquer une banque, pour tuer des gens. Donc, en fait, dans toutes les technologies, on a cet aspect-là. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sait que toutes ces données seront partagées, on va pouvoir inférer des choses sur les personnes, les classer dans des petites cases bien rangées et tout. Alors, la question est très complexe parce que moi, je ne suis pas un gars, je suis pas un fan inconsidéré de la technologie et qu'il faut l'adopter pour tout et rien. Et je ne suis pas un low-tech non plus. Le low-tech, il dit il faut se débarrasser de tout ce qui... Jeter l'ordi dans la benne à ordures. Voilà, il faut se débarrasser de tout ce qui augmente un peu l'humain, si on veut. Hein si on fait ça, on devient un ermite aujourd'hui, il faut être clair, quoi. On vit tout nu aussi. Parce que les vêtements nous augmentent d'une certaine manière. Voilà. On porte des lunettes. Voilà, on est déjà... Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas vraiment la solution, c'est vraiment prendre conscience. Et de nouveau, là, je pense que c'est vraiment une question d'éducation numérique, de prendre conscience de ce qu'on partage et quand est-ce qu'on le partage, et de faire attention à ce genre de choses-là. C'est un peu chiant, mais des fois, Apple, maintenant, ils ont pris un tournant il y a 2-3 ans sur cet aspect de protection des données, parce qu'ils ont vu que Facebook s'est fait smasher la face, et pas que Facebook, mais par rapport à ce truc de protection des données, Google aussi, etc. Il y a plein de façons de pouvoir déjà limiter le partage d'informations là-dessus. Simplement, il faut prendre le temps de le faire. Il y a plein de façons de pouvoir surfer. C'est pas le paramètre par défaut, en fait. Non, c'est pas un paramètre par défaut.
Il y a plein de façons de pouvoir éviter de partager les cookies, ce genre de choses-là. Après, il faut pas non plus tomber dans une paranoïa. Moi, je regarde mes parents, par exemple. Ils n'osent pas cliquer à cause de la loi GDPR, là, RGPD. Ils n'osent pas cliquer sur accepter les cookies, donc ils finissent par lire. Ouais, il y a l'information acceptez-vous les cookies ou pas. Et puis tout est blurred comme ça, puis ils finissent par lire dans un petit coin de l'ordi leur information comme ça, sans cliquer sur le truc. Puis au bout d'un moment, ouais, ok. Mais il faut juste un peu faire la part des choses. Il ne faut pas rentrer dans cette paranoïa totale. De toute façon, on arrive à inférer énormément de choses. Même pour les gens qui sont entraînés, il y avait cet exemple précis des forces spéciales américaines, je ne me souviens plus, je crois que c'était des Delta Force, sur une base secrète dans le Pacifique. Je crois que c'était dans le Pacifique, où en fait, on a découvert qu'il y avait quelque chose de militaire là-bas, parce que les mecs, ils étaient sur Strava, c'est des sportifs. Puis en fait, ils vont C'était les workouts les plus violents de. Voilà, il y a des workouts hyper violents, et puis en fait, qui tournent autour d'une caserne, ils font X tours, puis ils partagent ça sur Strava. Puis alors que c'est des gars qui sont entraînés à justement, ils ont eu une éducation là-dessus, dire il ne faut pas partager l'info, etc. Donc en fait, les fuites, elles partent de partout. Il faut partir du principe que aujourd'hui, le droit à l'oubli, ça n'existe pas. Quand on demande à Google effacer tout sur moi, non. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point qui est plus tout à fait, pas vraiment en lien avec la protection des données, mais tout à l'heure, tu as parlé du code et il y a un petit point que j'aurais voulu aborder. Tu as expliqué que au niveau du code, on est monté toujours en abstraction. Voilà, c'est parti de Assembly. Et maintenant, on est dans Python et peut-être il y a des abstractions de Python. Je sais pas. On est descendu dans l'abstraction. Ah, on est descendu dans l'abstraction. Les assembleurs, c'est très abstrait. Ah, ok. Et puis voilà. Ok, merci pour la précision. Et du coup, voilà, l'expertise de ces différents langages et les experts, enfin plutôt qui la possèdent, leur existence, elle est pas menacée, disons. Elle est toujours justifiée, toujours pertinente, et ce pour encore un moment a priori. Maintenant, la question que je me pose, c'est si on demande à l'IA de coder quelque chose, on lui dit voilà ce que je veux réaliser, est-ce qu'elle va pas emprunter des chemins? Est-ce qu'elle ne va pas coder juste, alors en utilisant un langage existant a priori, mais juste d'une manière qui va être difficile ou impossible à interpréter par l'être humain qui va lire et essayer d'interpréter et comprendre le code. Un peu, pour moi, une analogie, ce serait AlphaGo. Voilà, donc une IA qui était conçue pour battre les plus grands champions de Go. À la base, on pensait que le Go, c'était un jeu tellement abstrait que, je ne sais pas si je l'explique bien, mais en gros, qu'une IA n'arriverait jamais à battre les plus grands champions parce que ça demande une créativité qui est propre à l'humain. Or, on l'a vu, AlphaGo a battu les plus grands champions en utilisant des chemins, en fait, des cheminements qui étaient perçus comme, lorsqu'ils étaient en train d'être observés, comme complètement faux, en fait, complètement erronés, mais qu'en finalité, ont battu les champions. Et je me dis, est-ce que l'IA va pas, avec le code, par exemple, prendre aussi des chemins où ces voies vont devenir, pour ainsi dire, impénétrables dans la manière de coder, par exemple? Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend du prompt. Et comment tu promptes, en fait, ton truc. Le code, c'est généralement assez précis. Donc, tu vas demander un truc assez précis. Si tu demandes un truc qui est moins précis, il pourrait arriver à des chemins que tu n'aurais peut-être toi-même pas pensé. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça marche assez bien pour le code et qu'en fait, de nouveau, c'est probabiliste. Il s'entraîne sur les millions de snippets de code qu'il a vu avant, des milliards de snippets de code qu'il a vu avant, et va sortir la probabilité la plus, la solution la plus probable, et ça marche assez bien. Et quand on demande quelque chose d'assez précis, il n'y a pas ce genre de truc ou de déviation. Mais pour revenir sur cette idée-là, justement, je pense que c'est assez intéressant de parler de comment est-ce qu'on découvre que Nia a des nouvelles capacités qu'on ne voyait pas venir, une sorte de sérendipité, si on veut bien. C'est drôle parce que les modèles génératifs, à la base, en fait, les modèles de traduction basés sur le deep learning, en fait, ça marche un peu comme un modèle génératif. Et en fait, plus on a augmenté la taille de ces modèles, et plus on leur a donné de données pour s'entraîner, plus on a réalisé en fait que le modèle avait certaines capacités qu'on ne voyait pas venir. Donc il y a la création,
si on veut bien, d'une capacité qu'on ne voyait pas forcément venir avant, mais qu'on a constaté que le modèle sait faire. Comme les modèles génératifs aujourd'hui, à la base, il y a une partie qui est venue en fait des modèles de traduction en deep learning, puis on a réalisé qu'en augmentant la taille et la complexité de ces modèles-là, ils étaient capables de générer. Et ça a été le cas avec AlphaGo au final, où tout d'un coup, tout il y a des cheminements qui n'avaient pas été anticipés par ces programmeurs. C'est vraiment un peu Frankenstein, c'est qu'on crée quelque chose, et puis après on se rend compte qu'il est capable de faire autre chose. Et ça, c'est ontologiquement parlant, je trouve ça assez intéressant, parce qu'on commence à créer des outils qui développent en fait certaines capacités qu'on ne voyait pas forcément venir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant, je trouve, dans ce milieu. Et ça pose la question aussi de savoir si un jour ces modèles seront conscients, par exemple. Et donc, ça pose tout le débat de savoir si, au final, quelle est la différence entre une conscience humaine et puis la conscience que pourraient développer ces machines-là, etc., quoi. Ça, c'est justement un sujet sur lequel je voulais arriver. Qu'est-ce que c'est la conscience et aussi comment est-ce qu'on l'évalue? À la base, la première proposition, c'était le test de Turing. C'était, si je me souviens bien, une machine serait consciente si on peut interagir avec elle et ne pas savoir si c'est une machine ou un humain. C'est à peu près ça. Oui. Après, c'est pas du tout le pan sur lequel j'aborde la question, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mon point, c'était que à l'époque, Turing pensait que lorsqu'on allait atteindre ce niveau-là, la machine pourrait être considérée comme intelligente. Mais là, je pense que ChatGPT clairement passe le test de Turing. Ouais, mais en fait, l'intelligence et la conscience, c'est deux choses, à mon avis, qui sont différentes. Ok. Alors, comment on les distingue? Comment on identifie la présence d'une conscience où l'on l'identifierait chez une machine? Comment on pourrait dire, c'est pas si la machine elle déclare qu'elle est consciente déjà? Voilà, je pense. Tout à fait. Non, alors déjà, la conscience, c'est un des sujets au niveau philosophique et scientifique les plus débattus et en fait les plus mystérieux aussi. Mais si on part d'une définition plus ou moins consensuelle de la conscience, c'est cette capacité à réaliser que l'environnement autour de nous existe, mais pas seulement notre environnement, mais nos sentiments, capables de labelliser nos sentiments et capable de labelliser nos pensées et de dire, en fait, je réalise que j'ai un environnement autour de moi, je réalise que j'ai des sentiments, je réalise que j'ai des pensées, et donc c'est un peu Descartes, quoi. Je pense, donc je suis. Et donc réaliser qu'en fait, on existe en tant qu'entité. Qu'il y a une expérience d'être soi. Voilà, et ça c'est la conscience. De nouveau, c'est une définition qui est pas consensuelle, mais qui se rapproche, à mon avis, plus du consensus. Et l'intelligence, c'est quelque chose d'autre, c'est la capacité de rendre notre environnement intelligible par des capacités cognitives et de pouvoir faire les liens entre les différents événements, capter la structure sous-jacente qui tend les événements, ce genre de choses-là. Et donc, en fait, la machine, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est artificielle, qui arrive à processer et puis qui arrive à rendre des résultats basés sur une suite logique d'événements, par exemple. Mais la conscience, c'est une autre chose. La conscience, à quel moment est-ce que la machine se rend compte qu'elle est vraiment là? Parce qu'en fait, de nouveau, elle va faire quoi? On va poser la question à ChatGPT, est-ce que tu es conscient? Là, il va répondre non, je ne suis pas conscient, parce qu'en fait, il y a le premier processus de training, d'entraînement du modèle. Ensuite de ça, on paie des gens pour labelliser certaines réponses du modèle conversationnel qui a été collé sur le LLM de ChatGPT, enfin de GPT, qui a créé ChatGPT. On va leur dire, OK, on va les payer $2 de la journée, on va les prendre en Afrique ou en Inde, parce que ça coûte pas cher. On va dire, OK, les réponses que ChatGPT ont données, est-ce que tu arrives à dire quelles réponses sont justes, quelles réponses sont fausses, quelles réponses sont bonnes ou pas? Donc, on va commencer à fine-tuner le modèle avec ça. Puis après, on va rajouter une couche qui peut être associée un peu au reinforcement learning, donc l'apprentissage par renforcement, où en fait, on va encore dire au modèle, OK, ça, c'est la bonne réponse qu'il fallait donner, ça, c'est la moins bonne réponse. Donc, on va lui donner des rewards comme quand il donne donc des bénéfices quand il répond bien et des punitions quand il répond pas bien. Il va apprendre de ça, puis il va bien répondre. Donc, ChatGPT, si on lui demande est-ce que tu es conscient, il va dire non. Par contre,
ce qui se passe, c'est que quelle est la différence entre une machine qui répond « Ok, je suis conscient, oui, tu m'as posé la question, je suis conscient », et puis l'être humain qui lui dit « Oui, je suis conscient aussi ». Parce que dans un sens, d'un point de vue purement formel, la machine, elle va cracher le mot le plus probable derrière. Mais nous, dans un certain sens, c'est ce qu'on fait aussi. C'est comme ça qu'on a appris à parler. C'est le problème de la chambre chinoise. Oui. Et du coup, comment est-ce qu'on a un test? Est-ce qu'on pourra? Est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir une machine consciente? Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que ce sera possible. Parce que dans un sens, on a trop de biais cognitifs sur ce qu'est l'être humain, ce qu'est la conscience. Puis au final, plus les systèmes d'intelligence artificielle évoluent, plus ils tendent, à mon avis, à mimiquer en fait les processus cognitifs des êtres humains. Et donc, au final, même si aujourd'hui, on n'a pas la complexité biologique, neuronale, cognitive dans ces machines-là, moi, je pense qu'on tend vers quelque chose qui ressemble à ce que nous, on est formé, quoi. Ok, mais du coup, la conscience, ce serait serait corrélée à la complexité? Ouais, la conscience, à mon sens, oui, elle est corrélée en fait à la deuxième loi de la thermodynamique, donc l'entropie, quoi, la complexité. Tout à fait. Et puis je pense qu'il y a des penseurs comme des penseurs et scientifiques comme Penrose, le prix Nobel de physique d'il y a 2 ans, je crois, qui a bossé beaucoup avec Hawkins là, sur des trous noirs, etc. Qui dit que en fait, c'est impossible de pouvoir faire en sorte de donner une conscience aux machines parce que le processus de conscience, c'est un processus quantique. C'est-à-dire qu'il y a des superpositions et il y a des entanglements, des intrications qui font que aujourd'hui, la structure de la machine, comme elle fonctionne, elle peut pas mimiquer ce genre de processus et donc elle ne peut pas être consciente. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de quantum computing bientôt, avec les qubits là, qui peuvent se superposer, justement, ce n'est pas 0 ou 1, ça peut être 0, 1 ou bien les deux au même temps. Eh bien, c'est des processus quantiques. Donc, on peut tout à fait extrapoler et dire, mais en fait, oui, si la conscience est vraiment un processus quantique, la création de la conscience, eh bien, on peut tout à fait, avec le développement du quantum computing, réaliser que dans l'avenir, on pourra faire naître une conscience. Mais vous savez, la conscience et l'information, c'est les deux plus gros challenges de la physique moderne aujourd'hui. De comprendre comment l'information se crée, comment l'information se transmet, comment, si elle se crée et si elle meurt, ou bien justement elle est toujours là et puis elle fait que de se transformer. Et la conscience, comment la conscience marche, qu'est-ce que vraiment la conscience? Est-ce que c'est pas juste une construction cognitive qu'on se fait de la conscience et tout ce genre de problèmes, quoi. Donc il y a une ontologie de l'information en fait qui est en train d'être... Oui, mais quand on parle déjà d'ontologie, il faut déterminer dans quelle ontologie on se base, parce que l'ontologie, c'est quoi? C'est l'étude de ce qui est, l'étude de la nature de ce qui est. Alors partons de tout en bas déjà. Déjà, première chose, est-ce que la réalité existe? Bah, ça paraît complètement perché de dire ça, mais vous allez comprendre. Bah oui, parce que quand je tape le micro, ça fait boum boum. Donc voilà. Bah oui, mais justement. Mais déjà, est-ce que la réalité existe? Premier point. Deuxième point, si elle existe, est-ce qu'elle est simple ou elle est multiple? Donc là, on rentre dans 2 ontologies différentes. Il y a l'ontologie réaliste qui dit oui, elle existe. Et puis, si elle existe, est-ce qu'elle est simple ou multiple? Ou bien l'ontologie solipsiste qui dit qu'en fait, la réalité, c'est que en fait, une perception de nos interfaces de sens qu'on a. Et donc, ça n'existe pas. Après, on part dans les gros délires de est-ce qu'on est dans une simulation, etc. et tout, qui, à mon sens, au début, je me marrais sur ce genre de questions-là, mais de plus en plus, quand on y réfléchit, on dit que ça peut faire du sens. Et donc, oui, pour reprendre sur cette ontologie-là, je me perds un petit peu, hein, vous me recadrez s'il faut. Non, mais c'est une très bonne tangente. Hein. Continue. Et je pense qu'en fait, il faut simplement déjà savoir ce qu'on veut étudier, dans quelle ontologie on veut vraiment se trouver. Avant de faire n'importe quel débat, quoi. Donc, vous savez,
Et par-dessus ça, il y a tous les biais cognitifs. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, est-ce que tu crois en Dieu? Beaucoup vont dire, dans notre tête, certains vont penser à un Dieu, un vieil homme barbu, un peu comme dans la Perché sur chapelle un nuage. Sixtine, comme Ouais. ça, ouais, qui touche le doigt de l'homme, etc. Ouais. Et aujourd'hui, quand on parle de Dieu, c'est impossible d'avoir une discussion sans prendre du recul. Si on ne prend pas du recul, c'est impossible d'avoir une discussion intéressante, à mon sens, parce qu'il y a tellement de biais cognitifs sur l'image qu'on se fait d'une certaine réalité, de Dieu par exemple ici, que ça va être difficile de débattre. On parle par exemple des croyants, ceux qui croient en Dieu. On a un Dieu ou quelque chose, ils croient en quelque chose. On a les athées qui disent non, ça n'existe pas. On a les agnostiques qui viennent dire j'en sais rien. Et par-dessus ça, je trouve qu'une question beaucoup plus intéressante, c'est de dire en fait c'est la mauvaise question. Se poser cette question, c'est à mon sens la mauvaise question. Pourquoi? Parce que simplement, déjà, première chose, on n'est pas d'accord sur la définition. Donc c'est la mauvaise question. Et en plus de ça, si on prend par exemple les physiciens ou les grands scientifiques qui étudient l'univers et ce genre de choses, et ben, au final, ils disent, mais en fait, les lois de la physique, ça pourrait tout à fait être ce que nous, la perception moderne, si on veut, postmoderne, de Dieu, les lois de la physique. Sauf que, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on part déjà pas de la bonne définition. Donc la question, elle est déjà mauvaise. J'avais une question pour ce qui est de la conscience, dans la définition de la conscience. Il y avait, moi, j'aimais bien la vision de Haeckel, naturaliste allemand du 19e siècle, qui lui disait, en gros, lui, sa position, c'était que le vivant, c'est une forme minérale extrêmement complexe. C'est qu'il y a de l'ARN qui catalysait sa propre réplication, qui a commencé à trouver des stratégies les plus très développées pour avoir des ressources pour se reproduire. Et nous, on est une manifestation d'une stratégie extrêmement complexe pour reproduire de l'ARN. Ou du coup, notre stratégie, c'est s'acheter une bagnole et puis aller manger un burger pour donner de l'énergie à notre ARN. Si on croit ça, je ne sais pas si c'est toujours quelque chose qui est crédible, mais finalement, si on croit ça, la conscience, ça n'existe pas, en gros. C'est juste c'est une illusion d'une forme minérale extrêmement complexe qu'on est. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours du sens, ou est-ce qu'on a des données claires pour dire que la conscience existe au-delà de ça? Bon, la seule donnée claire qu'on a, c'est la construction cognitive. L'expérience personnelle. Qu'on se fait de en la vérité. conscience. Ouais. Ben, En vérité, l'expérience personnelle subjective. Ouais. Parce que, Ouais. a priori, en se basant sur les propos qui viennent d'être tenus ici, on n'a pas nécessairement la preuve de l'existence d'autres expériences conscientes autour de nous. Enfin, une preuve absolue, on va dire. Voilà, et surtout, en fait, on est complètement anthropocentré sur la question de la conscience, Ah ouais. et y compris sur la question de la vie, la définition de la vie. Je vous mets au défi de trouver une définition de la vie qui est consensuelle aujourd'hui. C'est quoi la vie biologique? Allez chercher. Il n'y a pas de définition consensuelle. Il y a la NASA qui sort son truc où tout le monde sort la même définition, parce que en fait, quand tu fais de l'astrobiologie, tu te retires un petit peu de ce qui se passe sur cette planète. Mais c'est tout une question de définition. C'est pour ça qu'on parle de réalité multiple, à mon avis. C'est qu'en fait, on essaie de rendre le réel intelligible, mais on essaie de le rendre intelligible par rapport à nos expériences qu'on a eues, par rapport au sens qu'on a, par rapport à l'interface qu'on a dans le monde, en fait. Et puis on se rend compte qu'il n'existe pas un monde post-vérité. Il faut toujours recadrer un peu les choses, mais les réalités, elles sont multiples. Ça dépend des lunettes qu'on met pour regarder les choses, quoi. Et donc, pour la conscience, moi, je suis un peu contre ce que Darwin a développé comme théorie, la théorie de l'évolution des espèces. Ce qui nous apprend derrière, c'est que ce n'est pas un processus qui, derrière, a un but en soi. C'est un processus stochastique qui, par l'environnement qui entoure en fait les éléments vivants, essaye c'est pas qu'il essaye de survivre, c'est que ceux qui ont survécu passent des gènes qui font que ceux qui restent derrière, ils seront mieux adaptés à l'environnement. C'est pas un gène intelligent qui vient dire « Ouh là là, il faut que je survive ». C'est juste que l'environnement a fait que certains ont survécu et d'autres pas.
Et c'est pour ça que derrière, il n'y a pas un processus, il n'y a pas une main invisible qui vient aller dire je vais te dire qu'il faut maintenant développer ce gène pour survivre et c'est comme ça. Non, c'est un processus stochastique qui aurait pu être, si on refait l'expérience de la vie sur Terre, on pourrait être complètement différent aujourd'hui. Et donc moi je pense que je pense pas qu'il y a de purpose ou de but final où il y a quelqu'un qui tire les marionnettes derrière, quoi. C'est un processus en fait qui est né et je pense que la conscience de un, c'est une construction cognitive qu'on se fait, ça pourrait être ça, et de deux, en fait, aujourd'hui il y a une telle difficulté philosophique et scientifique pour la définir parce que simplement, enfin pour l'étudier parce que simplement déjà il y a des problèmes de définition. C'est comme on revient sur l'idée du débat de Dieu. On commence par débattre sur quelque chose où on n'est pas d'accord sur la définition, quoi. Alors débattons la définition. Ça c'est peut-être plus intéressant, quoi. Donc en conclusion, on n'a pas la structure aujourd'hui. Enfin, on n'a pas un cadre qui nous permette d'aborder ou d'appréhender la question de la conscience, qu'elle soit humaine ou dans une IA. Disons qu'on a un cadre, mais il est multiple. Et il est multiple. On a plein de cadres. C'est encore pire que de ne pas en avoir, en fait. On ne sait pas. Peut-être, mais le grand problème de l'être humain, à mon sens, c'est qu'il veut toujours se donner, il veut toujours expliquer les choses et expliquer pourquoi les choses sont comme ça et donner un sens à tout, en fait. Mais peut-être que justement, le sens dans lequel on l'entend, d'un objectif précis, de quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et tout, peut-être ça n'existe simplement pas, en fait. Et c'est en fait la loi de l'entropie qui fait que plus l'univers s'expand, plus on a d'entropie, qui fait qu'en fait les choses apparaissent, quoi, de manière un peu stochastique, quoi. Ouais. On est parti, ça partait bien, tu nous rassurais sur le fait qu'on n'allait pas tout de suite être remplacé par l'AI dans notre job, et là on est parti dans la réalité n'existe pas. Alors, la réalité peut-être existe ou peut-être n'existe pas. Peut-être n'existe pas. On a un peu dévié, c'est vrai. Pour ce qui est des... Non, mais c'est beaucoup plus terrifiant que les questions qu'on posait au début du podcast. C'est intéressant. Et si on revient du coup maintenant, 2023, AI, etc., les développements... déjà, qu'est-ce qui est le prochain, le next big thing? Là, on a eu ChatGPT. Il y a quoi qui vient? Alors, c'est une question... Répondre un peu naïvement comme ça, je pense c'est de tendre un peu vers des AGI ou des prémices de AGI. Donc, des modèles d'intelligence artificielle généraux, quoi. Qui pourront intégrer beaucoup plus de choses. Là, par exemple, certains modèles génératifs, ils font plus que de la génération de texte, ils font de la génération d'images. Ils peuvent générer des sons, ils peuvent générer beaucoup plus de choses que simplement un texte. Et puis je pense que avant de voir, déjà il y a l'arrivée de quantum computing, on va voir de quelle façon est-ce que ça va vraiment pouvoir décoller. Et ça va augmenter tellement les capacités de calcul que il y aura un effet disruptif de nouveau derrière, et ça va être une structure très importante à mon sens pour développer les prochaines intelligences artificielles. Ça c'est une chose, mais avant tout ça il y a aussi les conséquences que peuvent avoir les LLM, ces Large Language Models, sur les structures de l'organisation de la vie sociale et de la vie tout court autour de nous. Ça je pense qu'on va... Parce qu'on parlait de l'arrivée d'Internet, ensuite comme une première révolution. Ensuite, l'arrivée des moteurs de recherche ultra performants avec le PageRank de Google, etc. Ensuite, on a parlé de l'avènement de Wikipédia. Nous, on a pris ça de plein fouet. David, tu te souviens, à l'Uni, où il y avait une forme très conservatrice au départ de dire attention, allez pas sur Wikipédia, ne citez pas Wikipédia. Aujourd'hui, je cite des articles scientifiques où j'ai en note de pas de page Wikipédia. Après, voilà. Mais
Donc, il y a eu cette révolution Wikipédia. Puis là, il y a une révolution des large language models, à mon avis, où en fait, il y a ces aspects disruptifs qui arrivent. Et à chaque fois, on voit les conséquences qui viennent en lag derrière, mais pas seulement en lag, mais en réseau. Elles se mettent ensemble pour créer des choses. Et à mon sens, le next big thing, si on veut bien, c'est des AGI, ou en tout cas ce qui ressemblerait à des AGI, donc des modèles d'intelligence artificielle généraux, qui pourront répondre à des besoins plus concrets de l'être humain, comme par exemple le problème de longévité de vie, de bio-ingénierie qui fait assez peur, d'ingénierie non biologique qui fait aussi assez peur. Donc on parle quoi, de modifications cybernétiques ou des prothèses de toutes sortes? On parle de... Alors, bio-ingénierie, c'est vraiment faire de l'ingénierie sur l'ADN. Hein, et puis, comme ce Brésilien, le chercheur brésilien qui a créé ce lapin fluorescent, vert fluorescent, où il a pris en fait un bout de l'ADN d'un jellyfish, puis il a injecté ça sur le lapin, et puis le lapin, il était... Il y a un mec qui a fait ça à son chien avec CRISPR. Voilà, et il y a aussi la souris avec l'oreille, là. L'oreille humaine. Enfin, c'est des choses un peu terrifiantes, un peu du Frankenstein. Ouais, en mode voilà. île du Docteur Moreau. Voilà, donc la bio-ingénierie, qui on parle pas seulement de Jurassic Park, de recréer des dinosaures. Enfin, ça, c'est pas possible. Ça, ce serait vraiment cool. Ouais, ce serait hyper cool. Moi, je serais fan. Mais voilà, donc il y a de la bio-ingénierie. Ensuite, il y a l'humain augmenté. Donc nous, on est déjà augmenté, comme vous le dites, vous portez des lunettes, c'est déjà une forme d'augmentation, mais après, il n'y a pas que ça, il y a les médicaments qu'on prend. Par exemple, aujourd'hui, ce qui fait assez peur, en parlant d'humain augmenté, la recherche sur l'Alzheimer, par exemple, elle bat de plein fouet, enfin, c'est quelque chose de vraiment important pour la recherche. Si un jour, on découvre comment réellement combattre Alzheimer, ou en fait, qui va empêcher plus tard, ça c'est l'argument d'Harari, je ne sais pas si vous avez lu Sapiens d'Harari, qui dit, mais qui va empêcher plus tard que le médicament, si par exemple ce médicament-là, ok, il freine à fond Alzheimer ou bien il l'éradique complètement, mais l'effet secondaire de ce truc, c'est qu'on a des capacités de se souvenir des choses incroyables, ça nous aide dans nos capacités cognitives à mémoriser les choses. Qui va empêcher que les gens aient acheté ce médicament-là, ou bien qu'il y ait une contrebande de ce médicament-là pour booster en fait le cerveau humain, par exemple. Hein? Donc ça, c'est la deuxième partie, un peu transhumanisme, enfin vraiment de l'humain un peu augmenté. Et la troisième, c'est la génération de vie non biologique, où en fait on n'a plus besoin peut-être de hardware en soi, notre corps biologique. Et donc, on détache un peu la conscience ou bien l'esprit en fait, de ce genre. Ou alors qu'on crée des supports hardware qui soient justement non biologiques. C'est un peu l'ordinateur, hein, si on veut bien. Transférer notre conscience dans l'ordinateur, finalement, ce genre de choses. Par exemple, on prend ChatGPT, tu discutes avec lui, et puis en fait, tu lui feeds, tu l'entraînes depuis zéro, et tu lui feeds tout sur ta vie. Tout sur toi, tu discutes avec lui pendant des années, puis ensuite, toi, tu meurs. Mais en fait, toi, tu es uploadé dans ce truc au final. Mais ça permet en fait à la famille survivante de continuer d'interagir avec toi d'une certaine manière. Complètement. Et ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, c'est un peu science-fiction pour le moment, mais à mon avis, ça sera tout à fait des services qui pourraient être vendus plus tard. Et ça, c'est des choses qui font... et aussi, la connexion, en fait, à peu près, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as la conscience. Vous avez la conscience de vous deux, chacun embedded dans un GPT, dans un large language model. Bon, est-ce qu'on peut parler vraiment de conscience ou plutôt d'un robot, d'une entité qui fonctionne presque à tout point de vue? Voilà. Mais quelle définition de la conscience? Mais il y a trop de frameworks dans lesquels considérer cette question, mon cher Gabrielo. Non, mais tout à fait. Mais tout d'un coup, après, vous pouvez converser les deux modèles qui peuvent converser ensemble alors que vous n'êtes plus là. Puis après, qu'est-ce qui se passe? On peut essayer de merger ces deux consciences. Enfin, c'est ce qu'on appelle conscience, là. OK? Puis là, on ne sait pas ce que c'est de pouvoir merger, de pouvoir mettre ensemble des consciences. Ça fait une conscience collective. Ça fait quoi? Ça fait un savoir... c'est quoi? On se détache complètement de notre hardware. Vous voyez, ça pose des questions qu'on n'arrive même pas à imaginer. En fait, des implications qui sont...
Je sais pas quel est le terme en français, mais c'est unfathomable, réellement. On peut pas voir le fond de ces questionnements. Non, mais si on merge nous deux, la machine, elle fait un court-circuit. Ouais, bon, je pense que là, t'as l'antéchrist digital qui arrive sur la planète. C'est vraiment une mauvaise idée. Mais, voyez, donc moi, je pense que ça pose des questions déjà sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut être, où est-ce qu'on veut aller. Et de nouveau, le problème de l'être humain, c'est qu'à mon sens, il veut des réponses à tout et puis il veut expliquer tout partout. Et puis il veut donner un sens à tout. Bon, ça, c'est la nature humaine. Ouais. Il y avait un bref aparté. Il y avait un poème dans Cat's Cradle de Vonnegut où il dit Tiger got to hunt, bird got to fly, man got to sit and wonder why. Tiger got to sleep, bird got to land, man got to tell himself he understand. Ouais, c'est assez fort. Ouais. Ouais. On a besoin de ça pour être en paix. Comprendre. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, mais avec tout ça, on a quand même des raisons d'être optimiste. C'est ça la question. Comment on fait pour le optimiste rester? Ou est-ce que tu es pessimiste pour le futur? Non, moi j'ai un état d'esprit optimiste de base. Probablement dû à des facteurs biologiques, mais surtout épigénétiques aussi, hein, ça c'est sûr. Non, mais oui, mais paraît que c'est ça. Hein. Ouais. Paraît qu'on est, enfin, je veux dire, je suis pas un expert du domaine du tout, mais être optimiste ou pessimiste, il y a des facteurs épigénétiques, mais il y a beaucoup de facteurs génétiques. Hein. Donc moi, je suis un optimiste de base, déjà, première chose. Et deuxième chose, je déteste voir du noir partout. J'ai fait trop d'armées où on voit trop de... On pense au worst case scenario tout le temps. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Par contre, je pense qu'il faut être un peu critique et puis savoir quels sont les risques de ces nouveaux outils qu'on a, c'est tout. Et puis moi, je reste optimiste, pardon. Lapsus révélateur, non, pas du tout. Je reste optimiste, simplement, l'être humain, je pense qu'il a toujours besoin de crise pour avoir une révolution. L'être humain n'a pas cette capacité, ou très peu, pour X raisons, je ne saurais pas l'expliquer, mais de changer sans qu'il y ait une véritable crise qui lui demande de changer. Donc de s'améliorer incrémentalement, par petits incréments, c'est toujours... Ouais, parce qu'en fait, contrairement à ce que la théorie des jeux veut nous faire croire, on n'est pas des agents rationnels. On a une bounded rationality. Hein, on n'est pas des ordinateurs. Rationalité limitée. Rationalité limitée. Et donc, en gros, si on était complètement rationnel, on ne serait pas dans cet état de réchauffement climatique qu'on est aujourd'hui. Voilà. Ce genre de problème-là n'existerait pas. Mais il faut qu'il y ait un choc, une crise monumentale pour qu'il y ait un changement. Et puis, en fait, ça pourrait être un grand problème pour l'être humain, à mon sens. Parce que si le choc est trop grand, ça signifie que c'est l'extinction, quoi. Et moi, je suis assez fan, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Fermi. Voilà, pour aller vite, si on fait un calcul statistique probabiliste du nombre d'étoiles qu'il y a rien que dans notre galaxie et du nombre de planètes, d'exoplanètes qui tournent autour de ces étoiles-là, si on prend juste la galaxie, on ne prend pas l'univers, on prend juste la galaxie, il y aurait des milliards de possibilités de retrouver la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on ne les voit pas, étant donné que certaines civilisations seraient bien plus anciennes que nous? Et une des explications de ce paradoxe, c'est que toute forme de vie, de développement de vie intelligente finit par s'autodétruire. Et franchement, moi je pense, c'est mon gut feeling, hein, comme ça, moi je pense que c'est une probabilité, c'est une hypothèse qui est probable. C'est une hypothèse qui est vraiment probable. Donc il a commencé cette réponse en disant qu'il était optimiste. Hein. Non, mais c'est une hypothèse qui est probable. Et il y a d'autres hypothèses. Mais franchement, quand on regarde les choses aujourd'hui, on voit qu'on fonce droit dans le mur sur plusieurs questions, mais on n'est pas prêt à changer notre confort de vie pour changer ce genre de problème. Et donc, il faut qu'on arrive à une certaine forme de crise. Mais la crise, elle peut être fatale. Elle peut être simplement fatale, quoi. Donc, bon, j'ai dit que j'étais optimiste. Ouais, justement. Alors disons que l'un des autres
les autres hypothèses à ce Fermi-paradoxe, c'est de dire, en fait, quand une intelligence devient tellement aboutie, en fait, elle finit par obtenir la vie éternelle, la longévité éternelle, ce genre de choses-là. Puis pour y arriver, il faut s'extraire de notre hardware, puis s'uploader à quelque part, et puis rester. Puis pourquoi est-ce que. Donc c'est une possibilité que ça arrive, et que si ça arrive comme ça, eh ben pourquoi est-ce qu'on voudrait l'interaction avec d'autres personnes à côté, quoi. Bon, une autre possibilité, je dirais, c'est que la civilisation extraterrestre en question arrive à trouver l'harmonie avec son environnement d'origine et se satisfaire de ses conditions et trouver un mode de vie parfaitement durable pour une éternité. Voilà, exactement. Et puis s'en foutre de ce qu'il y a autour. C'est une Parce des que peut-être il y a explications. aussi une limitation en termes de le voyage intersidéral. Peut-être que c'est juste ça, un truc que tu peux pas faire. Non, bah ouais. Qui n'a pas encore été fait, en tout cas. Biologiquement, pour nous, c'est pas une bonne idée. Le taux de radiation qu'on se prend dans la figure, tout ça, c'est pas une bonne idée. Par contre, on voyait des extraits, en fait, de code génétique à très basse température, puis les envoyer dans l'univers pour être sûr que ça puisse tomber sur une planète une fois, puis qu'on puisse avoir l'humain qui perpétue. Ça, c'est des choses qui sont... Ah, mais là, on est dans Mais Prometheus. ça, c'est l'hypothèse de la panspermie, qui est l'idée que la vie sur Terre aurait pu émerger d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on a des conceptions de la vie qui sont trop limitées aujourd'hui. Et en fait, on définit la vie comme on la voit, comme on définit, comme dans tout processus anthropocentrique ou ethnocentrique. On définit les choses on la définit comme on la vit, la vie. Voilà, c'est ça. Et donc, on ne peut pas savoir s'il y a d'autres formes de vie qu'on n'aurait pas imaginées, qui ne soient pas basées sur le carbone, par exemple. Oui, c'est... Ouais. Bon, on a essayé de finir sur une note positive. On n'y est pas arrivé, mais c'était néanmoins une note plutôt intéressante et intrigante. La conclusion, c'est qu'il faut être optimiste, à part si l'humanité va vers une extinction imminente. Voilà. Ouais, alors on va terminer sur cette note optimiste. Je suis arrivé ici et j'ai vu sur ta boîte aux lettres manger local. Et puis, en fait, je pense que faut arrêter de croire que la goutte d'eau, elle est trop petite par rapport à l'océan. Pourquoi je parle de se manger local? Moi, je trouve que c'est, par exemple, manger local, je trouve que c'est contribuer aussi à faire en sorte que notre communauté autour de nous, elle puisse se développer, prospérer, et puis réduire l'empreinte carbone des transports pour l'alimentation, par exemple. Mais ça, c'est des choses, les gens disent, mais moi, je ne vais pas le faire, ou je le fais peu, parce que de toute façon, ce que je vais faire ne va pas changer le reste, quoi. C'est l'histoire de la goutte d'eau dans l'océan, mais il ne faut pas oublier que l'océan est formé de gouttes d'eau. Et donc, moi, je pense que c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais en fait, le changement, il faut qu'il vienne de nous. C'est bottom-up et ce n'est pas top-down. Et je pense que pour finir sur une note optimiste, toutes ces interactions qu'on a avec ces IA, il ne faut pas attendre qu'on nous dise comment interagir avec. Il faut nous-mêmes, il faut qu'on développe une curiosité et puis un savoir numérique pour pouvoir utiliser ces outils-là à bon escient et qui puissent nous aider, en fait, finalement, plutôt que de nous disturber, quoi. Merci Dimitri. Très bonne conclusion. Ouais, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.